Salut les chums, bienvenue au Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je reçois Michael Fizet, copropriétaire chez Malmstrom. Salut Mike, ça va? Yes, sir. Salut, ça va, toi? Ben oui, ça va super bien. Je suis très content qu'on ait réussi à se pogner parce que là, on a eu un petit peu de difficulté. On était chacun avec des horaires chargés. Fait que je suis bien content de te recevoir aujourd'hui. Plaisir réciproque, plaisir réciproque. Yes, sir. Fait que aujourd'hui, on va parler de la gestion des levures. Dans le fond, là, toi, tu es mon deuxième épisode. Le premier, je l'avais fait avec Jérémy Tremblay de la Baleine Endiablée. Puis, ben là, dans le fond, c'est ça, je voulais en parler avec toi parce que tu avais une manière différente de le faire. Ben, pas une manière différente, mais une manière qu'on n'a jamais parlé encore à l'émission. Fait que je suis bien content de ça. Fait que, Parlons-en, parlons-en. parlons-en. Ben, justement, on va starter ça avec c'est quoi les sortes de levures que tu utilises le plus? Parce que, ben, en fait, si on va regarder ton site web, on s'en doute, là, mais qu'est-ce que tu utilises le plus fréquemment comme levure? Ben, en fait, moi, c'est quand même un concept particulier. Chez nous, chez Malmstrom, on a fait que de la lager, je dirais que, mettons, à 90-95%. Sinon, à part la lager, j'ai une souche de lever saison d'Ayastaticus. Et sinon, OK. j'ai un blend maison que moi j'appelle le Wild Sour Lager, qui est un mélange de beaucoup de trucs qui, disons, oui, il y a une base de lager dedans, mais c'est beaucoup des bactéries, du pédiocoque, certaines levures piquées à droite à gauche, des dregs de ci, des dregs de machin, que lui, je casserais vraiment à part. Mais mettons, dans ma salle de clean, j'utilise quand même une Diastaticus, mais j'utilise à 90% sur une levure à lager. OK, OK. Ben justement, là, tu me lances déjà dans une question qui n'est pas prévue. Mais c'est comment tu as fait ton blend? Le blend, OK, le Wild Sour Lager, tu parles. Ouais. À l'origine, c'est que je vais fermenter, mettons, toutes mes bières étaient à l'origine, once upon a time, Ouais. il y a très longtemps, toutes mes cuves étaient à simple parfois. C'est donc OK. pour ça qu'à l'origine de Malmstrom, toutes les cuves, toutes les bières étaient toujours en lager parce que ma seule façon de contrôler mes températures était de faire fermenter mes petits fermenteurs de 300 litres dans une chambre froide, si on veut, qui était à 8-10 degrés. OK. Bon, à cette heure, on a des cuves pour adultes, tout le kit, mais j'ai encore toutes ces petites cuves-là et je m'en sers pour, entre autres, faire des blends bizarres. Dans OK. les blends bizarres que j'ai, maintenant, je vais partir avec un mou de base, un mou souvent 2 heures de boil avec houblon suranné. Je vais les faire fermenter jusqu'en Eichhausen avec une levure à lager. Donc, pour avoir le côté clean, pour avoir le côté vraiment, c'est ça, le plus clean grain possible sur les bières. Souvent, au mash, je vais faire ce qu'on appelle un turbid mash pour donner un peu de manger aux bactéries qui ne paraîtra pas tant que je n'ajouterai pas le blend de bactéries. Le blend de bactéries, en fait, c'est un mélange de levure que j'ai repiqué chez moi sur du trèfle, sur des pommes, sur des Oh, wow. cerises et sur de l'achillée millefeuille. Surtout de l'achillée millefeuille. J'ai mélangé ça on a fait avec la gang de Wild Shack, avec Max à l'époque. On a fait un party lambic. Fait que comment on fonctionnait, c'est que dans le milieu, on mettait un Erlen Meilleur avec du mousse stérile. Fait qu'on buvait, mettons, on se popait une bouteille de Cantillon. Toutes les dregs, on les mettait toutes dans le milieu, puis on regardait comment ça poussait. On a fait 2-3 Erlen, puis j'ai pris le moins payé de la gang. Mais c'était simple, c'était quand même super intéressant. Lui, il apportait le petit côté cannelle des lambics. OK. Mélangé avec ces deux dregs-là, ces deux sauces-là mélangées avec ma sauce de Wild Sour, de Lager, de base, ça l'a fait le Wild Sour Lager. On a commencé OK. à faire 3-4 barriques de ça, puis tranquillement, on a été capable de repiquer ce levure-là. Wow. C'est un peu comme ça que j'ai fait mon blend de base. Ça. Ben, c'est tellement intéressant. C'est à moitié scientifique, puis à moitié, on va essayer pour voir ce que ça donne. Ben, C'est vraiment hot. on dit souvent, c'est trippant d'avoir une job qui est scientifique. Je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on fait dans le monde de la bière. Sauf que je reviens souvent avec ça quand je pointe des jeunes padawans. Je le dis, c'est le meilleur boulanger de France. C'est pas un doctorat en sciences du pain. Dans le sens, Ouais. c'est un gars ou un gars ou une femme, nous, on s'entend, mais c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, mais qui a un instinct puis qui va d'une façon artisanale. Je pense que la bière, c'est un peu pareil. Si on perd le côté d'instinct, le côté artisanal, on vient de perdre une grosse partie de notre métier. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Ou ça vient juste un super beau hobby aussi, ça peut être ça. Ouais. Sauf que de le faire vraiment d'une façon professionnelle, il faut quand même un minimum savoir où on s'en va. Mais il ne faut pas perdre
une petite touche de ouais, on essaie des affaires, puis si ça ne marche pas au pire, ben ça s'en va dans le drain. Ouais. Mais quand tu dis que tu as piqué de la levure, mettons sur une pomme, etc., parce que ça fait plusieurs personnes là, que j'entends, tu sais, comme Pierre-Antoine de l'Alchimiste, lui, il Oui, avait oui, été chercher de la levure dans le bois en arrière de chez eux. Tu sais. Comment vous faites ça exactement? Vous amenez moi, genre un morceau au labo puis tu lui demandes de checker ce qu'il y a dessus ou? non, moi j'ai une technique encore vraiment, vraiment plus simple qui est vraiment très archaïque, mais ô combien fonctionnelle, c'est que je me fais une dose de pourmaçon. Des pourmaçons OK. de 500 ml, je vais les autoclaver. Je me fais un mou de base qui a zéro houblon dedans. On pourrait, mettons, le faire à la maison avec tout simplement du malt en poudre, mettons, ou Ouais, ouais. ça pourrait être une eau sucrée, mais ça prend quand même un certain nombre de nutriments. Fait que moi, tout simplement, je vais faire un mou qui est juste bouilli sans houblon, mettons, pendant une quinzaine de minutes pour le stériliser. Je vais autoclaver ça. Fait que je me promène avec mes pots-maçons dans la nature ou sur mon terrain, n'importe quoi. Fait que je vais en desnapper un avec de l'alcool pour être sûr que tout est propre. Je vais cueillir 2 cerises, je vais mettre dedans, je vais visser le couvercle sans trop le serrer. Et ainsi de OK. suite, je vais repiquer des affaires comme ça. En général, avec une dose, il va y avoir 1 ou 2 pots qui vont devenir intéressants. Le restant, ça OK. va soit moisir, ou ça va tout simplement tomber. Ça va être rappy, il va être trop de pédio, trop de lacto, ça va partir de tous les sens, ça ne sera pas intéressant. Mais en général, sur une dose, il va y avoir peut-être 1 ou 2 pots que là, je vais être capable de décanter le liquide, enlever le solide qu'il y a dedans pour pas que ça moisisse. Là, me servir des levures dans le fond, puis là, eux autres être capables d'aller chercher et de les repiquer. Oh, Après ça, je wow. vais repiquer en général. Tout simplement, je vais aller les siphonner dedans avec une pipette stérile. Puis là, je vais les mettre dans un autre mou, dans une façon beaucoup plus contrôlée dans mon labo. Puis là, ben, je vais être capable de les multiplier puis leur faire fermenter du mou vraiment pour voir comment ils réagissent. Souvent, je OK. vais faire 2 tests. Je vais faire un mou houblonné puis un mou pas houblonné pour m'assurer que si jamais si je mets du houblon, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça part tout croche d'un bord, ça part tout croche de l'autre. Je vais encore des fois faire des sélections. Puis en repiquant comme ça, tranquillement, je peux arriver sans avoir un équipement énorme de faire une espèce un effet d'entonnoir, aller chercher les levures que je veux. OK, OK. Est-ce que tu vas en envoyer souvent dans ces nouvelles levures-là au laboratoire pour faire examiner et savoir ce que c'est exactement? Je suis rendu là, je te dirais, dans mes recherches. Justement, moi, je travaille avec la gang du labo à l'apothicaire. Ouais, Justement, j'ai vu Max à la MBQ. On est supposé caractériser le mix de base de Wild Sour Lager parce que, je te dirais un peu, la contrepartie, c'est que ça peut partir tout croche. ouais, J'ai déjà eu des défauts dans les barriques que j'ai été obligé de jeter parce que reste que c'est bien beau l'artisanal, sauf que nous autres, on ne fait pas juste de l'artisanal, on fait quelque chose de professionnel. Euh, et tranquillement aussi, c'est qu'un mix comme ça va s'user. C'est-à-dire que tranquillement, il y a certaines bactéries, il y a certaines qui vont muter génétiquement et qui ne ouais. me donneront plus les goûts que de là, 2 ans du Wild Sour Lager que je voulais. Ça va se promener un peu tout croche. Fait que là, qu'est-ce que je voudrais, c'est ramener ça à, bon, ben, peut-être dans le blend de, je dis n'importe quoi, mais disons de 30 ou 40 levures et bactéries. Il y en a peut-être juste 3 ou 4 qui vont faire le goût que moi, j'ai le goût d'avoir. Mais c'est juste ces 3 4 là finalement, que je veux. OK, OK. J'ai pas besoin de toutes les autres. T'sais. Puis Ouais, après ça, ben, je pourrais repartir de cette base-là qui, elle, va être banquée, souchée, tout le kit, et qui va être caractérisée. Et que là, après ça, je pourrais rajouter, bon, je sais pas, on pourrait rajouter un petit peu de levure maison, un petit peu de ci, un petit peu de whatever. C'est, ouais, après ça, ouais. c'est là qu'on peut s'amuser. Mais je vais au moins avoir le cœur de tout ça qui soit propre. OK. Mais quand tu as fait ce blend-là il y a 2 ans, euh, ben, dans le fond, comment tu as fait pour. Tu l'as-tu euh, rallongé sur plusieurs générations pour tout le temps garder les mêmes goûts? Parce que là, tu as été en chercher, tu as été en piquer un peu partout. Fait que là, c'est-tu la même souche que tu fais juste reproduire depuis 2 ans ou. En général, je fonctionnais comme un levain, c'est-à-dire que je l'avais dans mon bureau propre. Je me servais carrément d'une tourie. Fait OK, que je rajoutais du mou, toujours d'une façon anaérobique, avec absolument aucun oxygène. Là. C'est pour être sûr que ça ne se contamine pas, qu'il n'y a pas des bactéries en général. On parle surtout des acétobactères, là, parce que ça, on n'en veut pas dans les barriques. Puis, il ne veut pas, dans plusieurs, surtout dans les Jack de Lambic, a tendance à en avoir un peu. Fait qu'on ouais. ne veut pas qu'il se développe, on ne le donne pas d'air, tout va bien, tout le monde est heureux. Fait que je collectais un petit peu de ma tourie, puis je Ah, rajoutais OK. toujours un petit peu de mou. Fait Là, que c'est ça le principe d'un repartait. levain Ouais, que ouais. quelqu'un va avoir sur son comptoir.
Le désavantage, c'est que c'est ça, c'est que tranquillement, à un moment donné, ça va partir tout croche, vu que c'est pas banqué, c'est pas caractérisé. OK, OK. Mais, Sinon, oui. oui, vas-y. Non, vas-y. Ben à OK, ben l'aise. parfait, mais ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, peut-être qu'on pourra développer un peu plus dans un autre épisode. Mais si on Ben oui, bien revient sûr. là, à la lager, dans le Oui. fond, vu que c'est le cœur là, de tes opérations, tu l'utilises sous quelle forme, toi, d'habitude? Sèche, liquide? Comment tu marches? Moi, je reçois mes pitchs du labo. C'est un pitch pur pour inoculer une bâche au complet de 15 hectos. OK. C'est ma souche mère, si on peut dire, est banquée là-bas. C'est une souche à l'origine commerciale, mais qu'eux autres ont piqué. Fait que tranquillement, je le sais de la souche commerciale qui a eu certaines petites évolutions génétiques. Quoiqu'elle est très proche, c'est une souche assez facile à trouver. Euh, OK. Eux autres, ils me l'ont banqué pour être sûr que j'en ai toujours de disponibles là-bas. Fait que j'utilise une seule souche de lager pour faire toutes mes bières. Pour moi, OK. c'était beaucoup plus simple comme ça au début, puis je trouve que ça fait un peu ce qu'on appelle en anglais le house taste d'une Ouais. brasserie. Ouais, L'eau ouais. et la levure, ben, c'est vraiment ça, je trouve, qui va donner le goût Malmstrom. Euh, En général, je vais utiliser le Pure Pitch de base qu'ils vont me faire, qui est bon pour inoculer un de mes fermenteurs de 15 hectos. Ensuite, je vais récolter à levure à peu près une dizaine de générations. Mais OK. en fait, ça dépend beaucoup des variations génétiques qu'il va y avoir. La levure à lager, la première mutation génétique, elle va toujours pogner, c'est qu'elle va arrêter de floculer. C'est vraiment évident. OK. Surtout si moindrement on met un peu de houblon, n'importe quoi, je veux dire, la levure ne finira plus de floculer. Après ça, elle va avoir de la misère à respirer, qu'est-ce qu'on appelle les mutants respiratoires. Elle va tranquillement avoir beaucoup de misère à se reproduire. En OK. général, moi, je l'arrête avant. Dès que je vois qu'elle ne flocule plus, j'arrête tout, puis là, je recommande une autre souche. Euh, Fait que je dirais le maximum que je suis capable de la durer, c'est à peu près ça, une dizaine de générations. OK. OK. Mais fait que ça, c'est ton standard, là, dans le fond. Là. Toi, tu as Ouais. mis ça à 10. On va pas plus haut que ça, mais est-ce que ça arrive des fois avant la 10e génération que tu as des Oui, mutations comme ça? on va commencer à vraiment la garder sous le radar, vraiment à partir de 6 ou 7. À partir de 8 ou 9, on fait très attention en général, parce que, bon, en gros, on fait à peu près un saut de génération toutes les 2 semaines. On va OK. récolter de la levure, on va être bon à peu près pour inoculer pendant 2 semaines dans nos propagateurs. Euh, Fait que c'est sûr que le propagateur que la levure, ça fait 2 semaines qu'elle est là, le taux de cellules mortes est beaucoup plus haut. On a peut-être à peu près 85-90 de viabilité quand on va avoir du 95 facile au départ. Euh, OK. Fait que c'est sûr que la souche génétiquement va s'épuiser beaucoup plus vite. Dans ce temps-là, ça pourrait arriver justement qu'après 6 ou 7 générations, c'est déjà arrivé, qu'on dise OK, toi, merci, bonsoir, tu as fait tout ton travail, mais là, bon, ben, c'est le temps de prendre ta retraite, puis on s'en vient avec le petit nouveau. T'sais. C'est le Ah gros ouais. avantage d'avoir sa source banquée chez quelqu'un, c'est que ben, on a juste à commander, puis la souche arrive peu génétiquement, toute neuve, toute prête, puis ça goûte la même affaire que la dernière batch. Ah ouais. OK. Fait que là, toi, dans le fond, ben, en fait, c'est à peu près ça que je m'étais rendu compte parce que moi, c'est ça que j'utilisais chez Overup, là, tout le temps des faux pitch. Puis Mhm. j'harvestais, puis je la repitchais. On avait décidé de ne pas aller plus haut que 5 générations parce qu'on avait eu des problèmes avant ça. Mais c'est ça, je me suis rendu compte qu'après 2 semaines, souvent, entreposé, il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. Là, tu sais, j'ai eu des problèmes. Toi, comment ça se Mhm. passe avec ça? Mettons, tu sais, là, tu as parlé d'un 2 semaines à peu près, Ouais, que c'est pas mal. ça va sauter de génération, mais tu bases-tu assez, dans le fond, pour être capable de réutiliser une levure assez souvent, demain? Je te dirais, c'est une des façons, c'est un des pourquoi j'utilise une seule souche. Tu sais, je pourrais m'amuser et dire, bon, ben, les bières plus foncées, j'utilise Paton, ou les bières de Bavière, j'utilise une souche comme plus proche, les bières tchèques, j'utilise une souche. Mais je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus clean. C'est surtout, on veut faire la lager, donc on veut que ça soit clean. Ouais. Euh, et aussi, on peut se le dire, beaucoup moins coûteux, parce que sinon, il faudrait que j'aille des pure pitch continuellement. Donc, pour tous ces facteurs-là, je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir une seule génération. Si je suis mal pris et que j'ai à utiliser mettons, une levure, ça ferait 2 semaines sans reposer, en général, je vais juste mettre du mou, tout simplement, dedans, dans ma levure pour essayer d'y redonner la vitalité.
du mou, un petit shot d'oxygène juste pour dire que, bon, elle se réveille, puis parce que c'est jamais bon de pitcher une levure qui est endormie depuis 2 semaines, qui commence tranquillement à s'auto-lyser au fond un fond d'un keg ou d'un carny qui est dans la chambre froide. Elle boit à 4 degrés, mais la pauvre, elle n'a plus rien à bouffer, elle dort là. Par contre, j'ai fait des tests avec des levures à farmhouse, des levures de saison d'Aeostaticus. Puis ça, en général, je les garde dans des contenants en plastique, genre dans les Pure Pitch que je reçois. J'en vide 2 dans un carny, je mets du mou, puis ça repart comme même si ça a 6-7 semaines. C'est comme ça veut tuer. Ben, c'est comme la Gvike aussi. La Gvike, même affaire. Moi, j'ai eu des bons résultats avec ça. Même si ça faisait un peu plus longtemps là, ou qu'elle était un peu moins bonne, là, à repartir. Je pense que vu que c'est ma théorie, là, ça vaut, c'est étayé par aucune recherche, mais je crois que vu que c'est des levures qui sont très rustiques, qui sont beaucoup plus stables génétiquement parlant. Donc, même s'ils ont un gros taux de cellules mortes, ils n'auront pas tendance à muter un peu n'importe quoi, tandis que des petites levures à ale ou des petites levures à lager qui vont être très, très précises, qui vont faire tout le temps le même goût, mais ils ont tendance à être plus fragiles. Tu sais, je comprends très bien que ça se faisait par 5-6 générations. J'ai vu dans d'autres brasseries où j'avais été consultant, là, des problèmes de même qu'après 5 générations, surtout des L, ça partait tout croche. Ça faisait tout sauf que tu voulais. Puis en général, une levure, je veux dire, on la paye ou on la paye pas, mais on la paye pour qu'elle fasse toujours la même job. Puis si elle ne fait pas ça ne marche plus. Là, mais pas du tout. OK. Puis sinon, ben, on a parlé un peu tantôt, mais pour les starters, tu as parlé de propagateurs aussi, ça m'intéresse. Là. De quelle manière tu vas faire tes starters? Avec quel équipement? Là, je sais que le principe, c'est de partir du plus petit vers le plus gros, mais avec quel équipement tu performes ça, des starters? Moi, personnellement, je ne pars pas, mettons, je ne repique pas d'un pétri ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas équipé pour le faire. J'ai déjà essayé de le faire. Puis je trouve que dans une brasserie comme de petite envergure comme Alstrom, bon, mettons, pour les auditeurs, on fait à peu près 1000 hectos, un petit peu moins de 1000 hectos par année, fait que ça ne vaut pas tant la peine. Okay. Moi, je vais plus harvester, je vais récolter mes fonds, je vais compter puis tout ça. Sauf que souvent, si je veux garder ma levure longtemps, je vais en garder une toute petite quantité, disons une toute petite, l'équivalent pour partir un 200-300 litres. Et après ça, je vais la multiplier à peu près une dizaine de fois pour être capable d'inoculer un 15 ou un 20 hectos. À peu près. Ça, c'est en gros qu'est-ce que je suis capable de faire pour que ça reste propre. Il faut savoir que si on passe ça mal, une levure, le danger, c'est toujours les mutations. Fait une levure va avoir tendance à vite accumuler des mutations génétiques sur des générations, puis ça peut être rapidement exponentiel. Fait que ça peut très vite faire des gros problèmes, comme justement une bière qui start pas, une bière qui start tout croche, une bière qui a des drôles de start dedans qui ne devraient pas en avoir, une bière justement qui va suratténuer ou sous-atténuer, une bière qui va prendre 4 semaines à fermenter au lieu de 3, ainsi de suite. Fait que pour ça, moi, je fais assez attention à ça. Mes starters, moi, je ne repique pas je repique jamais, mettons, d'une très, très petite quantité parce que je ne suis juste pas équipé pour le faire. Okay. Sinon, moi, je récolte tout simplement dans des kegs de 50 litres avec une tri-clam sur le dessous de 4 pouces, comme la plupart du monde y font. Je trouve que ça va très bien parce que, tu sais, puis moi, je me suis fait des dollies avec des racks à poubelle Rubbermaid que j'ai coupé à 6 sauteuses. Et oui, ça tient avec du duct tape et tout ça, mais au moins, je peux y rouler sans me faire chier à se promener avec ça puis me faire mal au dos. OK. Mais quand tu parlais de propagateur de bord, qu'est-ce que tu voulais dire dans ces équipements-là? En fait, moi, c'est ça que j'appelle le propagateur parce que bien souvent, qu'est-ce que je vais faire? Mais vu qu'on a un système de 7,5 barrels et j'ai des fermenteurs de 15, souvent, je pêche toujours la levure la deuxième journée. C'est un peu spécial. Okay. Ça me permet la première journée de tout décanter les protéines et le hot trap dans le fond de la cuve et d'être capable d'en sortir le plus possible. Donc, ça me donne un mou plus clean. Et la première journée, je vais rajouter du mou dans mon propagateur. Qu'après ça, elle va commencer à fermenter, mettons, dans mon pitch de 50 litres. Puis après ça, je vais y repitcher. Ça fait que ma levure, le taux de vitalité va monter, elle va déjà se multiplier, puis elle va être vraiment plus en forme. Ouais, OK. Mais dans le fond, c'est comme si tu mettais dans le fermenteur. C'est le même principe, parce que moi aussi, j'ai fait plusieurs brassins sur plusieurs jours. C'est comme si tu le mettais dans le fermenteur principal. Mais comme ça, tu peux enlever tout le trouble que tu as déjà dans ton mou qui est déjà dans le fermenteur, c'est ça? OK. Et
L'autre gros avantage, c'est quand tu le fais sur 2 jours comme ça, tu peux oxygéner la deuxième batch. Parce qu'en général, mettons, moi, je ne conseillerais pas de si tu pitches la première journée puis tu rajoutes du mou la deuxième, idéalement, il ne faut pas oxygéner la deuxième. Puis des fois, la levure, elle ne te trouve pas drôle quand tu fais ça. Elle dit, Ouais. encore à manger, il me semble que j'étais déjà saturé. Après ça, ben, ça permet aussi d'avoir un meilleur contrôle, je te dirais, sur le nombre de cellules au millilitre. C'est-à-dire que la levure, elle va s'auto-réguler. C'est bien de savoir combien qu'on en pitch au départ, mais à un moment donné, la levure, elle va saturer. Si tu en mets ben trop au début, elle va en avoir ben trop au début, tandis que là, si tu t'en mets et elle est en pleine multiplication, elle va vite se multiplier, elle va vite prendre sa place. Puis, en général, ça va aider beaucoup le pitching rate. Par contre, ça a le désavantage que tu ne sais pas exactement le pitching rate que tu vas mettre. Ouais, Parce que c'est moi, je la ça. compte avant, mais une fois qu'elle s'est multipliée dans le drum, c'est comme Ah, je la ben, c'était bénis ça puis je ma l'envoie question. dans le drum. Puis, ouais. Ouais, Ben, ouais. ça, OK. c'est le désavantage. Tu sais, des fois, c'est. Mais en lager, c'est moins un problème. Si Ouais. je faisais, mettons, là, j'exagère, mais si je faisais juste des NEPA en 4 jours, là, ben, c'est sûr que mon pitching rate serait, mettons, une variable que je voudrais contrôler à tout prix parce que je veux que mon mou soit clean, mais juste assez, mais juste pas. Mais, parce que moi, je fais des bières en 4 à 6 semaines. Ouais. Au pire, ça y prend 4 jours de plus à décanter. On n'est plus on n'est plus au jour près. Là, Ouais. puis au pire, je le fais faire une semaine de plus en cuve de garde, puis c'est tout. Fait que ça, OK. moi, c'est un peu la chance que j'ai de dire, ben, même si ma bière est un petit peu, j'aime toujours mieux over-pitcher que under-pitcher. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Je veux dire, ça, je pense, il n'y Ben a pas ouais, de parce que secret, là. non, j'en ai eu des underpitch, puis je veux Non, plus jamais avoir ça de toute je ma souhaite pas vie. ça à personne, là. Ah non, ça fait mal. OK, puis pour ton oxygénation, ben là, est-ce que tu n'oxygènes pas par tout le premier brassin que tu vas mettre dans ton fermenteur? Là? Oui, Oui, les OK, deux premiers, je les OK, oxygène. OK, C'est-à-dire, le premier et le deuxième, je les oxygène. OK. Euh, moi, je travaille à peu près avec une règle de pouce, c'est-à-dire que oui, je l'ai déjà mesuré, mais tu sais, en général, je pense qu'on est toujours mieux de sur-oxygéner que de sous-oxygéner. Tu sais, le problème, c'est que la leveuse, si elle n'a pas, elle a besoin absolument d'oxygène pour se diviser. Bon, on ne tombera pas dans des explications extrêmement poussées, mais Ouais, c'est pour ça, moi, c'est une des grosses raisons pourquoi je déteste ce que j'avais fait, entre autres, dans d'autres brasseries, quand on brassait, mettons, sur 2 jours. Un des gros problèmes que j'avais, c'est qu'on remplissait une tank d'une traite, ça allait bien. On remplissait une tank en 2 traites la même journée, on oxygénait 2, ça allait super bien. On remplissait une cuve en 2 traites. Une journée, la première, on oxygène, on pêche la levure. La deuxième, on n'oxygène pas, on ne veut pas oxyder notre mou qui commence tranquillement à fermenter. La levure à capote, la fermentation à stagne, la levure à mute. Ça partait dans tous les sens. Sinon, souvent, la première était bonne, mais si on harvestait, si on récoltait cette levure-là, c'était n'importe quoi. Après 2 ou 3 générations, on scrape la levure, le temps de dire. Fait que ça, le plus possible, moi, j'essaye de pitcher la deuxième journée. Ça m'est même déjà arrivé de pitcher la troisième journée, c'est-à-dire que ah brasser ouais, 2 jours, puis d'attendre. Le fermenteur est sous pression. J'y laisse une petite pression de CO2, une petite pression de taille, juste un 3-4 livres, juste pour dire qu'il n'y a rien qui rentre, qu'il n'y a rien qui sort, tout le monde est heureux. Puis je pitch ma levure la troisième journée. Je vais faire ça souvent pour des grosses, mettons des bières que je veux le plus clean possible. Parce que je peux OK. tout flusher mes protéines, tout flusher le petit peu de trouble qui va avoir passé, je peux tout le flusher en bas avant de pitcher ma levure. Ah, OK. Ouais, Ouais, c'est ça c'est. intéressant. Ouais. Ouais, c'est comme une hérésie de dire ça. Tu sais, souvent, genre, moi, je pitch un troisième jour. On se dit, t'es fou, man. Tu sais, ouais. Ouais, mais c'est vrai, le premier réflexe que j'aurais de dire, ce serait de dire que t'es fou, mais ouais, ça fait du sens. Mais surtout si tu prends tes précautions là, en mettant une pression positive dedans. Mais tu sais, Ouais. on n'a jamais ce réflexe-là parce que ça prend de l'oxygène au début, mais toi, dans le fond, avec Mhm. ton propagateur, ben, tu viens de t'éliminer tout Ben, c'est ça, ce ma besoin-là, si on veut. Là. ma levure, elle veut déjà tout tuer. Tu sais, c'est comme Ouais, tu te c'est mets en ça. main dedans et elle fait de l'alcool avec. Fait que, tu sais, ben non, c'est pas vrai, on se met pas en main dedans. Puis sinon, pour tes décomptes de cellules, là, t'en prends-tu dans les cuves un coup en Moi, fermentation?
Je te dirais vraiment platement, une fois en fermentation, j'ai juste pas le temps. Je l'ai fait. Ouais. Moi, je suis vraiment partisan de la règle du pouce, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que oui, je l'ai fait. Je le fais une fois de temps en temps, mais une fois de temps en temps égale une fois ou deux par année, juste pour m'assurer que tout est beau. Quand je pogne un trip, de se dire, hey, tant qu'à ça, je pars le microscope et je fais des affaires. Bon, il faut comprendre que la brasserie Malmstrom, on est une très, 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 très petite équipe. Fait que je n'ai pas nécessairement le temps. Je vais plus essayer de faire des affaires efficaces qui fonctionnent toujours plutôt que d'essayer de toujours contre-vérifier. Ouais. Puis une autre affaire aussi, c'est que quand on vérifie tout d'une façon, disons, scientifique et mesurée, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec un résultat qui ne sera pas conforme. Fait que, mettons, si après 2 jours, je vais avoir, je ne sais pas, moi, je vais avoir tant de 100 000 ou tant de millions de cellules au millilitre, puis je ne l'ai pas, je fais quoi? Je tape des mains, je prie, Je chante une chanson. je chante une chanson, j'appelle quelqu'un pour m'en plaindre. Non, fait, je pense que souvent, c'est juste, autrement dit, c'est bien de le faire. J'ai un énorme respect pour les brasseries qui vont tout le temps tout faire ça, mais c'est comme si moi, je me fais une pâte à pain, je ne demande pas son nom à toutes les 2 heures. Bon. Ouais. Cela étant dit, il faut quand même avoir une certaine forme de rigueur. Moi, je vais beaucoup plus regarder, surtout, bon, le lager, c'est que tranquillement, je vais partir, mettons, ma fermentation, je vais la partir entre 15 et 16. Le lendemain, je vais la diminuer à 12. Si j'ai mettons, tel signe vitaux, c'est-à-dire que ma levure est bien partie, mettons, le mou, il goûte la fermentation et non pas il goûte bizarre parce que sinon, ça n'arrive pas, mais ça serait un cas de drain. Ou puis après ça, le surlendemain, je vais descendre à 10. Puis là, je vais laisser fermenter à 10. Ça, je te parle de ça, mettons, pour les batchs normales. Ouais. Les batchs normales, c'est bon, ça pourrait descendre beaucoup plus bas. Je me suis déjà amusé à descendre jusqu'à 4. Il faut avoir le temps de le faire, mais c'est vraiment trippant qu'est-ce que ça va faire. Okay. J'aime mieux avoir, comme mettons, je vais prendre les signes vitaux de la levure plutôt que regarder la levure en tant que telle. Puis, comme ça, je peux intervenir dessus. J'ai du pouvoir. Parce que juste regarder quelque chose qui est relativement un petit peu abstrait, comme combien il y a de cellules au millilitre ou quelque chose, ça, c'est plus maudit. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'assurer souvent ma levure, mon pitch de levure que je vais prendre ou, mettons, ma récolte, ça, je vais regarder pour m'assurer que, oui, j'ai beau mettre, mettons, tant de kilos de levure par hecto, n'importe quoi. Ça, je vais être sûr de mon coût ou à peu près. Fait que ça, je vais m'assurer que mon slurry, il y a vraiment de la levure dedans. Je me suis déjà fait pogner. Exemple, c'est comme ça a l'air de la levure, c'est beau, c'est un beau beige profond comme de la levure, là. Puis tu regardes, puis finalement, au microscope, c'est juste de la protéine. ça ressemble à la levure, ça a la même texture avec la levure. L'autre truc que j'ai immanquable, c'est que tu y goûtes. C'est trempe le doigt dedans, tu y goûtes, tu le sais si c'est de la levure, c'est pas de la levure. La protéine, ça a un goût particulier, puis ça avec, je souhaite pas ça à personne. Mais sinon, je déconne, mais c'est un autre truc que j'ai, mettons. Mais ça, oui. Puis après ça, une fois qu'on a établi des mesures, mettons, un peu plus scientifiques, je pense, dans une brasserie, bien là, on peut faire facilement une règle de 3, de dire, bien là, on peut faire, bon, ben, je peux mettre tant de livres ou tant de choses à lecto, je peux regarder, mettons, après tant de jours, je vais baisser ma température. Surtout, comme moi, qui a juste une souche, ben, je la connais très, très bien, cette souche-là. Fait que, tu sais, on se connaît bien, on a l'habitude de travailler ensemble, tu sais, on se parle, on s'invite au reste. Non, en tout cas. Moi aussi, je t'aime. Alors là, on regarde, tu sais. C'est des niaiseries. Moi, je dis des niaiseries dans la vie, tu sais. J'aime ça. Ça me va. On peut faire des milles là-dessus. J'ai pas de trouble avec ça. Yeah. Mais parlant de pitching rate, là, toi, d'habitude, pour la lager, c'est quoi ton rule of thumb pour le pitching rate? Mettons, le pitching rate de base, ça va être 2 millions de cellules par degré plateau par millilitre. Donc, moi, je double. Wow. Je double parce que je veux... Ça c'est mon pitching de base. Je peux descendre un peu plus bas, mais comme ça, je suis sûr, parce que je te dirais qu'un lager, si je veux la partir très froide, sinon, je pourrais la partir, mettons, souvent, je la pars à 16, mais je pourrais la partir à 10 puis y aller à 3 millions. Sauf que, à un moment donné, ça va goûter à la levure. Je trouve que ça, c'est juste assez overpitch pour que la levure, elle n'ait pas de... Tu sais, une levure à lager,
pour pas qu'elle ne fasse aucun ester, il ne faut pas qu'elle travaille. Il faut qu'elle ait l'impression qu'elle est en vacances, puis qu'elle va fermenter du sucre, mais elle ne s'en rendra pas compte. Elle va être tellement comme bien que tu as le temps de le dire, après 10, 15, 16 jours, elle va tout avoir fait qu'est-ce qu'elle a à faire, puis elle va tranquillement tomber au fond de la queue. Puis on dirait qu'elle ne s'en rend pas compte. C'est pas comme une levure, mettons, que tu veux stresser. Tu sais, mettons, j'ai travaillé avec des levures à Tyson. C'est vraiment trippant. Si tu as fait travailler vraiment à haute température, elle goûte la banane, à basse température, elle goûte le génol, le clou de girofle. Fait que, c'est dépendamment comment tu stresses. La levure à lager, il ne faut pas tu stresses. Il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit comme un petit nuage, il faut des oreillers. C'est vraiment un autre kick de travailler avec ça. Moi, j'ai tendance à over-pitcher pour être sûr qu'en partant, il n'y ait pas un stress qui soit causé par un petit under-pitch, comme on a parlé tantôt. Moi, je te dirais 2 millions, c'est pas mal. Fait que ça va me donner, mettons, facilement pour pitcher avec ça, avec un slurry quand même assez mince, ça va être un bon, mettons, pour un 15 barrels, ça va être un bon 30-40 litres de slurry. Facile. Que souvent, il va être dilué dans du mou. Là. Fait que, ça ne sera pas un vrai 30-40 litres de gros slurry épais, mais quand même. Moi, dans le fond, là, mon rule of thumb, là, c'était tout le temps 1,5 que j'allais pour la lager, mais je n'avais pas la règle comme avec les L selon la densité initiale, parce que je ne faisais jamais de gros mous de lager. Mais toi, tu en fais. Est-ce que tu vas augmenter ton pitching rate justement au-delà, plus ta densité initiale va être élevée? Mais, en fait, moi, je ne me casse pas le basic avec ça. C'est qu'en haut, mettons, bon, je ne fais pas tant de gros mous de lager parce que la plupart de mes bières sont entre 11 et 12 plateaux. Je dirais à 80 % c'est ça. Mettons, la IXPL, c'est une 14. Je ne change pas trop d'affaires pour une 14. Je te dirais qu'à 2, au pire, comme tu dis, je tombe à 1,5, je suis encore dedans. Puis anyway, vu qu'elle, après ça, je fais un dry-up. Bizarrement, je ne fais pas le dry-up en high crosson comme tout le monde va faire. Je vais faire le dry-up après à peu près 10 jours de fermentation. Parce que ma bière est encore en activité, puis l'espèce de hop rush que ça va me faire, lui, il va redécouper des sucres, puis la levure à lager va repartir dedans. Fait que c'est parfait parce que, puis anyway, je la fais en 4-5 semaines. Fait que, j'ai le temps en masse. Quand je vais faire des très grosses lagers, mettons, la Scotch Lager, c'est pas de conneries, une 18 degrés plateau. Tout simplement, je double. Je me casse pas je double. Tout simplement. Puis souvent, je vais la freiner pour être sûr parce que ma souche de lager, mettons, elle commence à fatiguer à partir de, mettons, à 80 % d'atténuation ou environ à 10,5 ou 11 % d'alcool. Souvent, je vais la finir avec une levure sèche, tout simplement. Je vais prendre, mettons, une Saft Lager 23 qui, elle, a top jusqu'à... Je l'ai déjà monté jusqu'à 14. Il ne faut pas le dire au gouvernement. Alors, je déconne, mais... Non, c'est un projet maison. Mais tout simplement, je me fais un starter avec ça dans de l'eau stérile, puis je repitche par-dessus avec un petit peu d'oxygène, juste pour dire que je vais refinir ma bière. Mettons la Russian Imperial Stout qu'on fait, la Rip Stout qui est à 11,9 %. Je la finis avec une deuxième souche parce que comme ça, je suis sûr que je suis clean. Là, on a justement, on ne le dira pas à tout le monde, mais on pourrait le dire quand même qu'on la sort cette semaine, on l'embouteille dans 2 jours. On vient de faire l'assemblage. Puis elle a parti à 23 degrés plateau, 21. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête. Puis à matin, on l'a tiré à 2,8 plateau. Fait que ça, on a une atténuation. Fait que c'est ça. On est à 11,9 %. Ouais, je te crois. Ouais. Oh, wow, c'est cool. Sinon, je voulais savoir, parce que moi, c'est ça, j'ai eu quelques expériences avec la lager, là. J'ai remarqué que quand je venais pour harvester, pour récolter la levure, je n'avais pas beaucoup dans le fond. J'avais de la misère à aller en chercher. Toi, comment ça se passe d'habitude pour aller récolter ta levure? As-tu des bons taux dans le fond? Le mieux pour récolter de la levure à lager que moi j'ai trouvé, c'est vraiment la dernière levure qui va te rester. Tu sais, mettons, la levure, elle va floculer en 3 étapes.
la première étape des levures qui vont flocculer au fond d'une queue, c'est la levure morte ou des levures un peu mutantes. On n'en veut pas de ceux-là. Ils ont une apparence souvent plus grisâtre, c'est les brasseurs qui nous écoutent. Là, ils sont faciles à sortir d'un fond de queue. La deuxième partie, surtout les ales, ça va être les qui ne sont pas top crop. Ça va être, mettons, les levures qui sont le plus en santé. Puis souvent, la troisième partie, ça va être la levure poudreuse. C'est la levure déjà qui a de la misère à fermenter et qui a de la misère, pardon, à floculer. Sauf que dans le levure à lager, moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que, bon, moi, j'envoie, mettons, d'un fermenteur cylindroconique, j'envoie ça vers une cuve de garde. Fait que j'ai trouvé deux méthodes si je veux vraiment cropper et récolter. Je vais récolter souvent, je vais tout vider ma bière clean. Okay. Et avec un. Bon, évidemment, je vais flasher le fond du compte pendant plusieurs jours avant, jusqu'à ce que ça soit relativement clean. Je vais tout enlever ma bière et qu'est-ce qui va rester dans le fond? Ça va être vraiment de la super belle levure. En fait, c'est souvent la levure qui va se jammer dans le compte du fermenteur. Okay. Celle-là, je peux facilement, mais sur un 15 barrels, je me remplis quasiment un 50 litres. Puis c'est tellement compact que je suis capable de faire après ça 2,50 litres avec de levure de starter. Sinon, une autre technique, si mettons, j'ai encore beaucoup de petites cuves de entre 3 et 5 hectos, c'est plate, mais j'y vais au pichet. Tout simplement, je me stérilise un beau pichet. J'y vais directement de mes fonds de cuve de garde. C'est qu'une cuve de garde de la lager va se déposer au fond de la cuve de garde à peu près 2 semaines. Une fois que j'ai fini de l'embouteiller, il reste toujours facilement un bon 4-5 litres de slurry. Et ce slurry-là, c'est de la levure concentrée. Elle est vraiment comme très, très en forme souvent. Quoique, j'ai quand même une réserve là-dessus. J'ai fait des tests des fois. Autant j'ai pogné des taux de vitalité de 97 %, c'était hallucinant, puis ça a fermenté tout de suite. Ou j'ai aussi pogné des affaires où j'étais à 50-60 % de vitalité. Mais je trouve le best, c'est vraiment de récolter ce qui jamme dans le cône. Qu'est-ce qui, après une filtration, ou pas de filtration, parce que ça, on ne filtre plus, mais qu'est-ce qui va rester dans le fermenteur une fois qu'on éliminait toutes les protéines, c'est vraiment la plus belle des levures. Fait que dans le fond, toi, ça va être, c'est ça, tu as comme déplacé ta récolte plus vers la fin. Oui, totalement à la fin. Parce que c'est une technique des amis qui ont un peu voyagé en Allemagne m'avaient conté, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Souvent, là-bas, ils vont faire, dans le fermenteur, qu'est-ce qu'on utilise comme cylindro conique, ils ne feront pas un 6, 7, 8 semaines. Ils vont faire un 3, 4 semaines, pas plus. Parce qu'après ça, la bière est finie de fermenter. La plupart des réactions biologiques de la levure sont terminées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont flusher le fond, harvester la levure et envoyer la bière dans une cuve de garde, puis là, elle va se lageriser. Moi, c'est ça que je fais. En général, tant que je peux. Là, j'ai rentré d'autres cuves de garde parce qu'évidemment, ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place de stockage. Là, on commence à en avoir un peu, mais veut pas, la vie pandémique fait en sorte qu'on essaie d'évoluer comme on peut. Ensuite, c'est ça. D'un, ça libère la cuve de fermentation beaucoup plus rapidement. Puis on peut faire autre chose dedans. Puis les cuves de garde, la levure, là, c'est la petite levure poudreuse qui, elle, va tranquillement tomber au fond. Elle va avoir tout son temps. Idéalement, c'est sûr que ce serait bien plus hot d'utiliser des fermenteurs qui vont être horizontaux, des cuves de garde horizontales, parce que ton rapport de surface par rapport à ta hauteur va être bien plus petit. C'est sûr que si la levure est étalée sur la largeur, ça y prend bien moins de temps de tomber que si tu as une cuve de 25 pieds de haut par 4 pieds de large. C'est juste la logique. Mais après ça, dans le fermenteur, la levure qui va rester, c'est ta belle levure. C'est elle, la levure qui est vraiment faite pour être récoltée. C'est elle ta plus belle. C'est elle qui est le plus en vie parce que tu n'as plus tes protéines du fond puis tu n'as plus ta poudreuse qui est dans l'autre. C'est pour ça, en général, je vais essayer de récolter elle le plus possible. OK. Cool. Puis, une petite dernière question. Au final, comment tu l'entreposes, ta levure? Parce que là, tu le mets dans des 50 litres, tu me disais. Puis ça, après. Tout simplement dans des 50 litres. Pour la sauce de lager, elle est tout le temps. J'ai 2,50 litres à 4 degrés dans ma chambre froide, qui sont sur roulette. Puis je les alterne, mettons. En général, à toutes les semaines, j'en vide un, j'en remplis un. Je vide l'autre, je remplis l'autre.
J'en ai un en backup. C'est pour ça que souvent, qu'est-ce qu'on disait tantôt, je vais l'étoffer jusqu'à 2 semaines parce que je me garde toujours un backup. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, une infection, ici, un machin. On part une bière, mettons, le matin, tu sens le lever, puis ta lever, elle sent le calice. Excusez l'expression, mais c'est ça qu'on dit. Puis, bon, ben, au moins, il en reste un autre à côté. Juste à pitcher du mou dedans, 24 heures, on pitch ça, on n'a pas perdu la batch. Au pire, puis on jette l'autre, on recommence. Au pire, tu pitches le 3e jour. C'est exactement ça. Mais c'est une façon de travailler comme en travaillant, mettons, moi j'en ai 2. Je travaille à peu près, tous mes fermenteurs travaillent au mois. Fait comme ça, j'ai toujours comme des levures qui se croisent. C'est pour ça que je disais tantôt que mes générations, je suis capable, mettons, d'ébuilder à peu près. C'est une génération 2 semaines. Après ça, les levures à farmhouse, je les entrepose tout simplement dans des bidons en plastique que le labo me fournit. Ça, je suis capable de les garder vraiment longtemps. Vu que je start une farmhouse, c'est à peu près aux 2 mois. Ça dépend. C'est quand je commence à faire des runs de saison, je vais vraiment comme les aligner une derrière l'autre. Puis après ça, je vais garder un lever où je vais voir génétiquement rendu où. Souvent, je vais acheter. Puis là, je vais me recommander un nouveau kit, une nouvelle souche mère. Pour la Wild Sour Lager, ou les bières vraiment wild, j'ai des cuves qui sont dédiées à ça. C'est des dish bottom. Ce n'est pas des fermenteurs cylindroconiques. Et ça, tout simplement, je vais juste enlever le mou. Je vais envoyer, c'est-à-dire, je vais pitcher mon mou, l'inoculer. Une fois que la fermentation, après 2 semaines, va être finie, je vais barriquer ça. Et, et je ne lave même pas le fermenteur. Je repitche du mou dessus et je fais ça 2 fois. Pour vraiment réutiliser le même goût, la même levure en général. Puis ça me permet d'utiliser vraiment les bactéries à leur plein potentiel 2 shots en ligne. Après ça, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Soit je le bang, soit je le jette. Mais je me garde toujours une petite souche comme propre à côté. Oui, c'est ça, parce que je veux pas, après, ça te prend du temps à faire revenir une nouvelle batch. Puis, exactement. En tout cas, si tu es en train de brasser déjà, ben là, tu es comme un petit peu dans le caca. Exactement. Mais la plupart des souches wild, le gros avantage que j'ai, c'est qu'ils n'utilisent pas d'oxygène. Il ne faut même pas mettre d'oxygène là-dedans. Donc, je peux tout simplement rajouter du mou frais, soutirer à moitié de la batch, enlever du mou, barriquer ça, rajouter du mou frais, ça refermente, je renlève du mou et ainsi de suite. Ça, je suis capable. Je pense que je l'ai déjà fait 5 ou 6 fois pour faire des souches de saison, une dans le derrière de l'autre. Il n'y a aucun problème. Il faut juste que ça se fasse vite et que ça se fasse propre. Il ne faut pas que tu gardes tes fermenteurs vides pendant 2 semaines en disant c'est pas grave, à un moment donné, je vais renvoyer du mou dedans. Non, ça l'aide vite. En général, ça se fait dans la même journée. On le vide le matin, on va keguer, envoyer ça en barrique le matin. Puis tout de suite, dans l'après-midi, on rajoute du mou. Puis 4-5 jours après, tout de suite, on va renvoyer ça dans des barriques tout de suite. C'est juste pour éviter de faire des gros cross-sends dans les barriques parce que sinon, on perd déjà le tiers de l'espace. Good. Écoute, merci vraiment beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très intéressant. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres chez Maltrum? On est en train de développer une belle salle de fermentation wild, justement. Après, c'est sûr que pendant la pandémie, tout travail devient fastidieux dès qu'on travaille dans la construction, dans la commande de cuves, etc. Mais on va avoir une nouvelle salle de fermentation wild qui s'en vient. Tranquillement aussi un petit peu plus de lager, justement dans notre cellier de lager, on rentre des nouvelles cuves de garde qui vont nous permettre justement de faire une plus belle rotation. Là, c'est parce on court après notre queue. On est une très, 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 très petite brasserie, il faut dire. On a de la misère à fournir parce que justement, on ne fait que des lagers. On n'a pas beaucoup de cuves. On a un petit système. On brasse toute à décoction. Autre chose aussi, dans 1 mois à peu près, 1 mois et demi, ma brasseuse Laura qui revient de son congé de maternité. Je dois dire sur le plan personnel que j'ai vraiment hâte parce qu'en ce moment, c'est moi qui brasse et que j'ai plus 20 ans. Je comprends. Puis c'est pas juste ça, c'est que dans toute l'équipe, on a une belle équipe et tout ça, on a bien hâte de la réaccueillir avec nous. Ça va être vraiment le fun. Là. Ça, on a vraiment hâte. Puis tranquillement, peut-être cet été, on va nous voir dans 1 ou 2 petits festivals. On veut pas
On est une petite équipe, on a une petite production, fait qu'on ne va pas s'étaler partout, mais oui, tranquillement, on essaie de se montrer à la face puis d'aller triper avec des chummies un peu partout au Québec. Là. Good. Ben, parfait. Je te souhaite bien du succès Merci. dans tes prochains projets. Puis, ben, je suis vraiment content que tu aies pris le temps, qu'on ait pris le temps de faire ça à soir. Fait que, merci infiniment. Plaisir Puis, réciproque encore. on se reprendra une bière, on se prendra une bière pour la première fois Ben oui, dans ben oui, un ben festival, peut-être. oui. Bon, ben, parfait. Ben, je te souhaite une bonne soirée. Puis, ben, à vous autres, chers auditeurs, à un prochain épisode. Cheers! Yes, sir!